Madame Kalthoum Mziou, la doyenne Kalthoum Mziou, Kalthoum Mziou Touré. Le lundi qui m'a la haftou, donc on a eu un petit problème technique. Ce soir, je pense que le problème a été complètement dépassé. J'espère l'Inadium avoir une soirée intéressante, belle, comme la beauté de notre invitée de ce soir. Une femme intéressante, très intéressante, et on va découvrir des pages et des aspects de Madame Kalthoum Mziou Dourahi اللي ما كناش نعرفوهم على خاطر احنا نعرفوا برشا الاساتذه اللي قراونا واللي تعلمنا عليهم والعمداء اللي تعداو بينا comme étant des œuvres. D'ailleurs, برشا منهم نعرفوهم كان كيقريو ولا نعرفوهم comme des livres, اما نعرفوهمش هما بيدهم. وحبينا à travers ces soirées en fait où nous sommes à la fois la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, l'association La Rue et l'association tunisienne de défense des libertés individuelles, on s'est mis ensemble pour animer ces soirées qu'on a intitulées Mémoire avec S, Mémoire sans S au singulier des juristes. Madame Kalthoum Mziou, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup, c'est Wahid. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette initiative et pour tous les efforts et tout le travail que cela a dû demander. فماش حاجة سهلة باش تحضر هالبرنامج واللي هو على أربع جمعات. Je suis très honorée d'être reçue par vous. Nous sommes... Merci à toute l'équipe technique et je salue tous mes collègues, et tous les spectateurs. Yaïch, Madame Mziou, en fait, notre doyenne Leila Chaben Tsalibalik, elle ne va pas être avec nous ce soir, mais elle reprend avec nous à partir de lundi les soirées. Donc, Madame Kalthoum Mziou, nous sommes honorés de votre présence. Vous avez honoré énormément d'étudiants et d'étudiantes durant des décennies de votre travail, de votre vie. Vous avez donné une partie de votre vie, pour ne pas dire la plus grande partie, donc à l'université. Et on aimerait bien commencer par le commencement. احنا كنا نعرفوا اللي مدام كلثوم مزيو هي مدام كلثوم مزيو الدولاري قبل ما يجي مزيو كان ثم سي احمد الدولاري. On aimerait bien peut-être parler aussi de ce moment là où madame Kalthoum Mziou était mademoiselle Dourahi et elle a eu son bac en 1964 et là bien sûr elle avait la possibilité de choisir et elle a choisi le droit. Oui. Effectivement, on a قريت toute ma scolarité في Notre-Dame de Sion chez les sœurs والوالد كان معناها يحب disons ce qui est moderne ماذا بيه نكونوا نقراو في الحاجات non pas traditionnel. كان انا اخوتي قراو في الليسي كارنو وانا قريت في دونك شي نوتردام دو سيون وحتى من 12 كوا حتى للباك خديت ان باك لتر و à ce moment-là وقت الباك خديت الباك évidemment باش نختار شنو اللي باش نقرا tout à fait spontanément ou que ça me semblait être une évidence. Je me suis dirigée vers le droit. عملت حقوق. والدي كان حقوقي ووقت اللي توفى هو كان قاضي وكان صديق طاهر الحداد صديق كبير لطاهر الحداد. بعد طاهر الحداد خليله المكتوبات نتاعو الكل اللي اعطينيهم توا للبيبليوتيك ناسيونال. من الاول دونك كان جيتي sensible à ce côté si vous voulez défense de la femme, défense de la veuve et de l'orphelin. Donc pour moi c'était une évidence de faire de m'orienter vers le droit. عام 74 بدينا دونك نقراو في كلية الحقوق في بولفار 9 افريل اللي كانت كلية حقوق وعلوم اقتصادية ما كانت زادة فما لا فاكولتي دو ليتر dans les mêmes locaux فما لا فاكولتي دو ليتر avec français, anglais, arabe, etc.
وقرينا قريت الأربع سنين دونك في الكلية غاديكا. وكانوا معايا عياض بن عاشور، سكينة وقتها قايد سبسي، مازالت ما ولدتش مدام بوراوي. هذوما اللي قعدنا من بعد فرد كلية. أما زاد كان عندنا معنا سليم الشلي ومحمد الزين اللي قراو في الكامبوس، قراو زاد هما، عملنا معناها القراية مع بعضنا. برشا وحود اخرين كانوا معانا، ثم عايده العجيبي ولات محاميه، ثم محمد بوراوي راجل مدام بوراوي، ثم عبد الجليل بوراوي كي ايتي باتوني، ثم عبد اللطيف ممغلي، ابراهيم النويسر، عبد الرحيم الزويري، ثم يوسف بوحاحه دخل في les affaires étrangères ولا ambassadeur qui s'est marié avec Zeda Saïda Jbeli qui était aussi de notre promotion. هذوما جماعة اللي كانوا مع بعضنا. في عام 68 برشا منهم مشيوا لفرنسا باش يكملوا المرحلة الثالثة. عياض مشى قبل، سكينة، محمد الزين، سليم شلي، جماعة هذوما الكل مشاو. وانا ما مشيتش خاطر كنت متزوجة وعندي صغار، دونك ما مشيتش وما كانش فما مرحلة ثالثة. دونك قعدت خدمت 9 أشهر، دخلت ليسيام لاندستري شيميك مغربي، وكان وقتها رئيس مدير العام كان سيتي جيني الشلي. خدمت 9 أشهر، ومن بعد 9 أشهر مشيت على روحي. معناها ما حاجة ما ساعدتنيش، بيان كو معناها جافي دو تري بون كونديسيون. كهو العام اللي من بعد دونك في عام 70 صار دي او اس دو دروا بريفي، عملت دي او اس دو دروا بريفي، ومن بعد زدت ما كملتش على خاطر ما فماش دي او اس دو سيونس كريمينيل. قعدت عام ما نعمل حتى شيء، وكيف رجع الدي او اس دو سيونس كريمينيل عاد قيدت الدي او اس دو سيونس كريمينيل، وخلطوا عليا عاد جماعه اللي ما كنتش نقرا معاهم على خاطر هما السنين هذوما اللي تعديو. خديجه جلولي، سور لوسي بروفو، سهام بن عمار، هذوما دخلوا كملوا معايا. لوسي وخديجه قراو زيدا، كانوا اسيستانت في الكليه. سهام بن عمار دخلت التونسير. هذوما الجماعه اللي محسوب توا هكا نتفكر اللي قرينا مع بعضنا. ايه ça m'intéresse. Oui. بعد بديت تيز بيان سور كيما الناس الكل تقيدت في التيز. دخلتوا لها thèse. Juste Madame Ziou, pour rappeler un peu les thématiques et les sujets qu'on traitait années 60, fin 60, début 70. Et ça, c'est intéressant parce que pour comparer un tout petit peu les thématiques d'aujourd'hui que nous étudions et nous-mêmes avions traitées à un moment donné et les thématiques traitées à l'époque, que ce soit en DES, droit civil, droit privé au début et par la suite en sciences criminelles. Donc, quelles étaient les thématiques que Madame Zio a traitées et que peut-être ses collègues et amis et surtout ses copines de l'époque ont traitées? أنا وقت عملت دي او اس دو بريفي ما كانش معناها ما كناش نعملوا ميموار وقتها في الدي او اس دو دروا بريفي. نعرف اللي وقت اللي عملت دي او اس دو دروا بريفي خديجه جلولي عملت لا دوت على المهر مع سي محمد شرفي. وفي السيونس كريمينيل وقت عملنا دي او اس دو سيونس كريمينيل الميموار ايتي اوبليغاتوار. أنا عملت les infractions en matière de stupéfiants. Sœur Lucie Pruvot عملت la prostitution. خديجة جلولي عملت le vol dans les grands magasins. والسهام بن عمار عملت les chèques sans provision. هذوما الكل عملناهم على خاطر il y avait à l'époque le professeur Levasseur, qui est un très grand nom en droit pénal et en sciences criminelles. C'était lui qui nous encadrait. هو معناها كان يجي وقرانا. Il nous a encadrés pour faire nos mémoires. هذوما اللي نتفكرهم وقتها.
Mais c'est incroyable, Madame Nziou, parce qu'en fait, c'est des thématiques toujours d'actualité. Vous Et savez qu'aujourd'hui, on traite encore le problème des stupéfiants sous un autre angle, puisque ce n'est plus l'ancienne loi, mais la loi 92. Toujours là, elle est en train, bien sûr, de mettre en prison le tiers des personnes qui sont incarcérées plutôt se viennent de cette loi. c'est La terrible. prostitution se pose toujours comme problème et des droits humains et de traite et tout ça. Donc, c'est des thématiques qui sont toujours d'actualité. Et ça, c'est intéressant. Deuxième chose, Madame Ziou, en intégrant la fac à l'époque, 64 jusqu'au début des années 70, qui étaient les professeurs, premièrement, de la fac à l'époque, mais aussi les professeurs qui ont marqué, qui ont influencé un peu la personne et la carrière de Madame Ziou. Euh, وقتها, il n'y avait pas de professeur Touensa. Il y avait des jeunes assistants. Touensa, c'est Mohamed Sharfi, c'est Ben Halima, c'est Habib El qui étaient encore assistants à l'époque. Mais on avait d'excellents professeurs qui venaient soit en continu, qui faisaient toute l'année ici, le grand René Chaput, mademoiselle Émilie de Lagrange, mademoiselle de Lagrange. Je me rappelle Aïdalo en économie politique. Mais on avait aussi, alors Aïdalo, Grolière, Mallory, Perceroux, Roger Perrault, c'est vraiment de très grands noms. كانوا يجيوا ديما donc en continu, mais d'autres venaient de façon ponctuelle. معناها يجيوا يقريوا en troisième cycle كانوا يجيوا يقريوا 10 ايام 15 يوم ومن بعد يمشيوا. دونك فوالا هذوما اللي كانوا يقريونا و évidemment on admirait les Tunisiens qui étaient là parce que c'était des Tunisiens, parce qu'on voyait qu'ils allaient évoluer, que ça allait voilà à peu près mais Très on bien. a eu aussi, on a eu en droit musulman, on a eu Si Mohamed Merti, on a eu Cheikh Fadel Ben Achour, قرانا droit musulman. أي. قريتوه بالعربية مع بالعربي. أي أي وليز... هو يتكلم بالعربي الشيخ فاضل وانا نكتب بالفرنساويه. Très bien. Et en fait, je voulais juste vous poser une question à propos de ces jeunes assistants à l'époque, qui étaient pétillants, bien sûr, porteurs d'un autre projet, et parmi lesquels il y avait des opposants au régime, et notamment c'est Mohamed Chafi. Et je pense, ça nous intriguait tous, parce que je pense, en fait, de ma génération à moi, je pense, on n'a pas vécu un moment là où un professeur, un de nos enseignants, خلى الحبس وخرج وعاود رجع يقري. دونك كيفاش عشتوها الحكايه هذيك؟ كيفاش عشتوا سي محمد الشرفي يتوقف يتحكم عليه يتحبس وبعد يعاود يرجع يقريكم؟ وقت اللي تحبس سي محمد الشرفي انا جيتي وقتها في العام الرابع دونك bon معناها c'est quelque chose d'assez étrange quoi, le professeur qu'on admirait, qu'on respectait, etc., qui se trouve devant la justice, qui se trouve emprisonné, حاجة معناها ما نقبلوهاش، العقل ما يقبلهاش. من بعد كملنا العام ايفيدامون، كملنا العام وهو ما رجعش العام اللي من بعد، رجع كان معناها عدى فوق العام سي محمد الشرفي في الحبس، والعام رجع من بعد. دونك انا entre temps انا j'avais terminé ma licence وكيف رجع j'ai repris les cours de DIP على خاطر ça m'intéressait, mais معناها je n'étais pas tenue de suivre à ce moment-là ce cours. Mais alors, tout ça paraît étrange معناها حاجة ما تتقبلش quoi ماهيش. Et وحنا évidemment on fait et cause pour notre professeur, c'est clair. Et une fois les deux DES TADEU, donc vous avez intégré la faculté en tant qu'enseignante.
Je pense que vous avez commencé, قبل ما تكون enseignante à plein temps ou enseignante permanente, vous avez déjà commencé à travailler tout en étant une assistante associée ou bien une étudiante associée ou bien une contractuelle. C'est dans ce sens que vous avez commencé au début, là, Oui. Madame Zim. معناها à l'époque les choses étaient معناها مش كيما توا شيء اسهل برشا وقت اللي بالدي او اس de droit privé et le DES de droit de sciences criminelles mais pas encore le mémoire قالوا لنا يجيو قريوا ودخلنا نقريو comme assistante contractuelle. Donc, une fois que l'on avait terminé le mémoire de sciences criminelles, وقتها دخلنا sans concours, il n'y avait pas de concours pour les assistants à ce moment-là. دخلنا نقريو comme des assistantes permanentes, أنا وخديجة ولوسي وجميع هذوما. Et vous avez intégré quelle équipe en commençant votre carrière, Madame Zim? Il me semble, c'est l'équipe avec Si Mohamed Chafi en première année, les TD de droit civil de première année. Et c'est à partir de ce moment que vous avez commencé à penser à votre sujet de thèse ou c'est un peu plus tard? C'est en même c'est le DIP m'intéressait déjà avec l'enseignement de Si Mohamed Chafi pour le troisième cycle, Kenji Philippe Mallory. Et donc, c'est j'ai discuté avec Mallory, j'ai discuté avec Mohamed Sharfi, et j'avais dit que je voulais faire une thèse en droit international privé. Et en droit international privé, évidemment, le droit international privé, tout ce qui est intéressant, les conflits de loi et tout, ça concerne le statut personnel essentiellement. Tout ce qui est commerce, etc., ça tendance à aller vers l'arbitrage. Et donc, quand on fait du DIP, on fait nécessairement beaucoup de statut personnel. Et là, vous avez choisi quand même une thématique sur laquelle j'aimerais bien, bien sûr, la thématique du divorce au sein des couples mixtes. Oui. Ce choix, je pense, c'est un choix assez particulier de travailler sur une thématique pareille. Ce n'est pas une thématique ordinaire, il me semble. En droit international privé, c'est pas si extraordinaire que ça. Peut-être pour nous, les publicistes, ça semble. Voilà, mais en droit international privé, non, c'est tout à fait normal, disons. Et puis, alors, j'avais choisi le divorce parce que au moment du divorce, tous les problèmes vont se poser. Et il y a des problèmes, évidemment, d'abord de juridiction, de conflit de juridiction, il y a des problèmes de conflit de loi, et puis c'est les problèmes et des enfants et des biens, etc. Donc c'est à ce moment-là que tout se noue et que tout se dénoue. Donc pendant le mariage, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc, et c'est au moment du divorce que tous les problèmes vont se poser. Et à l'époque, il y avait pas mal de mariages mixtes franco-tunisiens. Et donc, il y avait des problèmes qui se posaient, effectivement. Et c'est donc en accord avec Si Mohamed Sharfi et Philippe Mallory que j'avais choisi ce sujet. Très bien, on va y revenir alors, pour les thématiques. J'ai des questions sur les thématiques sur lesquelles Madame Ziou khedmet. Mais là, peut-être on va continuer un peu dans la chronologie de la carrière. Oui. Donc, vous étiez à la faculté de droit de Tunis, la faculté de droit, des sciences politiques et économiques. Et à un moment donné, bien sûr, il y a eu cette création de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Et vous étiez avec l'équipe qui a décidé de quitter la faculté mère, la faculté de droit de Tunis, le campus, pour aller s'installer ailleurs. Et là, bien sûr, vous avez enseigné de 87 jusqu'à 91 toutes les disciplines en fait du droit privé, notamment le droit international privé. Mais j'aimerais bien vous poser une question concernant le moment là où vous étiez chef ou directrice du département de droit privé.
Donc, vous avez fait 2 mandats, il me semble. Pas il me semble, je suis sûr. Je pense de 91 à 97. Donc, 6 années. Ma question est la suivante. Comment peut-on diriger un département tout en étant femme, tout en étant aussi l'étudiante de certains enseignants, et un département, les filles, c'est Aline Mezrani, les filles, Mohamed Chafi, comment peut-on diriger un département avec des professeurs aussi grands et qui étaient vos professeurs, notamment c'est Mohamed Chafi. Wallah, il ne me semble pas avoir eu de problème particulier. Il y avait une très bonne entente. Si Mohamed Sharfi ou si Ali Mzran que vous avez cité, ce sont des amis, sont devenus des amis. Il n'y a pas eu de problème particulier. Les choses se faisaient dans la discussion. Ça discutait, ça se décidait tout à fait naturellement. Non, franchement, je ne sais pas. Il y a peut-être que parce que c'était à l'époque encore une petite structure, les choses se faisaient très, très simplement et très naturellement. Et la même chose, au moment où vous avez décidé, mais je ne sais pas, d'être première doyenne femme d'une faculté de droit, parce que ça aussi, c'est très intéressant. Comment une faculté, à la limite, dominée à l'époque par des noms d'hommes, que ce soit les publicistes de l'époque ou les privatistes de l'époque, une faculté d'hommes, d'un point de vue au moins ceux qui avaient le grade de professeur, quelques femmes, bien sûr, mais voilà que après Tahamol, après Siriaz Ben Achour, on a choisi Madame Kelsoum Nziou pour être première doyenne de cette faculté. Donc, je t'ai بالتفصيل. والله هو معناها مسألة d'une part, il me semble que au sein de la faculté des sciences juridiques, les mentalités sont plutôt acquises au féminisme. Et à la limite, je dirais, mes collègues poussaient à ce qu'il y ait une femme à la tête de la faculté. Par ailleurs, tous les doyens étaient des publicistes. Et donc, les privatistes estimaient que c'était le moment d'avoir un doyen privatiste. Donc, certains collègues m'ont approché, on a discuté, etc. Et puis, bon, je me suis dit que c'était probablement une bonne expérience à faire pour connaître de l'intérieur les rouages de l'administration, le ministère, etc. Et les choses, je dirais que les choses se sont bien passées avec les collègues. Oh, il faut dire une chose, la chose la plus difficile, c'est la gestion des relations humaines, hein, ça c'est clair. Mais les choses se sont bien passées. Euh, il y a eu évidemment des moments où c'était dur, quand il y a eu des grèves, quand on me téléphone à la maison en me disant il faut venir, il y a l'ambulance à la fac avec des étudiants en sang, etc. Ça, c'est dur. Il faut faire face, il faut être là. C'est dur à assumer. Mais avec les collègues, disons que ça s'est passé normalement. Ce qu'il y a eu, c'est peut-être que là, il faudrait peut-être en parler, c'est parfois les relations avec le ministère étaient un petit peu tendues. Alors, ce que je retiens, moi, de cette période, c'est l'affaire des mélanges de Mohamed Sharfi. On avait donc, Serli Mezrani et moi-même, on avait pris l'initiative de faire les mélanges de Si Mohamed Shafi. On avait tous les deux fait une thèse avec lui. Il a été notre directeur de thèse. Et on avait sollicité, comme toujours dans ce cas-là, différents collègues tunisiens et étrangers pour participer au mélange.
Et si Mohamed Sharfi était à ce moment-là mal vu par le pouvoir en place. Et les mélanges d'Amlou, ça a été édité, relié, etc., mais pas diffusé. Pendant des années, dans les sous-sols du CPU ou je ne sais où, et au bout d'un certain temps, évidemment, les collègues étrangers ont commencé à dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est, où sont les mélanges, parce qu'on ne leur avait pas envoyé, où sont les mélanges, où nous-mêmes, nous sommes en train de citer nos articles dans nos CV et les articles, les mélanges ne sont pas là. Et pratiquement, il menaçait de faire un petit peu du grabuge. Donc, il a fallu parlementer avec le ministre de l'époque et pour diffuser. En fait, ça a été très peu diffusé. On a envoyé évidemment aux différents contributeurs. On a aussi mis dans les facultés, mais ça n'a pas été, par exemple, vendu. Les livres, Mahtouti. Et la remise des mélanges s'est faite d'une façon tout à fait étrange. Il ne fallait pas faire de remise, il fallait tout simplement diffuser. Alors j'avais pris la décision de faire une toute petite cérémonie où il y avait uniquement l'épouse de Mohamed Sharif et son épouse Fouzia, ses filles et les collègues de la fac pour lui remettre les mélanges. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on voit actuellement comme cérémonie pour la remise des mélanges. Ça m'a marqué, ça. C'est quelque chose qui m'est resté et bon, ça s'est passé comme ça. Tout à fait. Et vous avez par vous-même décidé de n'en faire qu'un seul mandat, Madame Ziou? Oui, oui, oui. J'ai décidé de ne faire qu'un seul mandat. Je dirais que je me serais représentée, il n'y aurait pas eu de problème, mais j'estimais que bon, j'avais vu ce que j'avais à voir et puis il y a des gens à la fac qui pouvaient parfaitement remplir le poste. Et donc, j'ai décidé de ne pas me représenter. Yaïch. Maintenant, peut-être on va voir ensemble, Madame Ziou, en fait, les recherches de Madame Ziou, sa pensée, sa manière de voir les choses, et notamment cette sensibilité. Et peut-être ce soir, vous avez avancé quelque chose que moi je connaissais pas, sincèrement, et qui répond en quelque sorte, mais pas intégralement, à une hypothèse de départ. Madame Ziou s'intéressait, depuis toujours, s'intéresse et s'intéressait à la question en fait du statut personnel et par la suite, bien sûr, d'une manière beaucoup plus approfondie en traitant les questions du droit international privé. Et en fait, en filigrane, si on revoit un peu tout ce que vous avez fait, tourner autour de ces grandes questions de la famille. Et les rapports au sein de la famille, les rapports entre familles, je trouve ça très, très intéressant, avec la place de la femme. Et là, tout à l'heure, lorsque vous avez parlé un peu de ce rapport, c'est Ahmed Douraï, et Tahar Haddad aussi, et comment il avait un peu le legs des documents, de ces précieux documents. Donc, peut-être ça répond un tout petit peu à cette sensibilité originelle de Madame Kalfoum Ziou à ces thématiques. Donc, là, j'aimerais bien voir avec vous, directement, Madame Ziou, vous étiez, mis à part votre volet de chercheurs ou chercheuses, vous étiez aussi dans des commissions, celle de 1981 et celle de 1993, qui avaient pour mission la modification du code du statut personnel. Et là, vous avez vécu, mis à part le volet recherche scientifique, mais aussi le volet comment l'administration, comment l'État lui-même travaille pour modifier un code très, très important. Et là, j'aimerais bien citer quelque chose de ce que vous avez dit. Vous avez dit plein de choses, mais j'ai choisi un élément très intéressant concernant le code du statut personnel. Vous dites, Madame Mziou, je vous cite, hein,
Le code du statut personnel transforme en profondeur et par quelques dispositions les structures familiales. En fait, avec en 2 temps, 3 mouvements, voilà, quelques dispositions ont permis la refonte de la structure familiale. Et là, comment vous avez aussi vécu le code 56, 81, 93 et cette évolution? Est-ce que vous êtes toujours convaincu que ce code a permis une refonte de la structure familiale tunisienne? Et on parlera dans un instant d'une autre idée, ça veut dire comment vous lisez aujourd'hui, d'une manière critique, ce code du statut personnel. Euh, le code, je me suis évidemment beaucoup intéressée au code et j'ai travaillé sur le code. Euh, le code est loin d'être parfait. Et précisément, j'ai beaucoup de choses à dire concernant l'aspect que l'on pourrait critiquer dans le code. Mais le code, le fait de dire, de supprimer la polygamie et le fait d'instaurer le divorce judiciaire, ces deux seules dispositions ont changé, ont changé, ont changé la structure de la famille et ont changé, ont changé les relations au sein du couple. Voilà, voilà une femme qui pouvait être concurrencée par des coépouses, qui pouvait à tout moment être répudiée par un simple mot, talqa. Cette femme-là se trouve désormais sans concurrence d'une autre coépouse et ne pouvant pas être répudiée comme ça sur un coup de tête, pourrait-on dire. Donc ça transforme en profondeur les relations au sein du couple. Ce n'est plus les mêmes choses. La relation conjugale a changé. Et à cela s'ajoute tout un ensemble autour de cela. Mais ça, c'est les deux points essentiels. Tout ce on peut critiquer le code, mais en 1956, lorsque on instaure la monogamie, le divorce judiciaire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, maintenant, ça paraît banal, mais c'est loin d'être banal. C'est loin d'être banal, حتى اليوم, puisqu'après 2011, on a repris un peu, certains ont repris un peu le discours de, en fait, Oui, revenons aux sources et, en fait, mettons terme à ces avancées. Ceci dit, en fait, vous avez vécu aussi le moment, 1993, là on a ajouté quelque chose de très important dans le code du statut personnel, c'est d'avoir remplacé l'obligation d'obéissance par le principe de coopération entre époux. Là, je pense que c'était un moment extraordinaire aussi. Un autre moment, là, on a enlevé un autre vestige archaïque de cette obligation d'obéissance. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que ça a été traité dans le cadre de la commission de 1993? ouais, si on veut faire une chronologie, femme a d'abord 1981. Oui. 1981, il y a, je trouve ça assez, enfin étrange, pas étrange, mais en 1981, on était parti sur il faut améliorer l'après-divorce pour la femme, parce que le code était euh, en pratique égalitaire, il traitait les deux époux au moment du divorce de la même façon, mais en fait, lorsqu'il y a divorce, c'est la femme qui ressent plus durement les effets de ce divorce. Et à l'époque, on disait qu'il y avait un couple, ami du président Bourguiba, qui, euh, qui devait divorcer. Et donc, il y avait donc un couple, des amis du président Bourguiba, qui devait divorcer, et la femme se plaignait du fait que
il y avait des effets néfastes du divorce qu'elle ressentait. Alors, le président Bourguiba est allé en disant, est-ce qu'il serait possible d'instaurer la communauté des biens entre époux pour que, au moment du divorce, la femme ne se retrouve pas démunie. Alors, il y a eu une commission. Dans cette commission, il y avait des enseignants, il me semble, si Mohamed Sharfi, si Sessi Ben Halima. Donc moi j'y étais, mais il y avait des magistrats, des représentants de l'Union nationale des femmes, des représentants de l'Union nationale des femmes. Et certains ont dit, et je pense que c'était les magistrats, ont dit non, ça, la communauté des biens, c'est contraire ça pourrait être contraire aux droits musulmans. Qui fait-je? Parce que ça toucherait aux successions. Comment ça peut toucher aux successions? Eh bien, en cas de divorce, au lieu d'avoir, si je prends le cas d'un homme qui décède, et il y a sa femme, au lieu que la femme ait le quart ou le huitième en raison de la présence ou de l'absence d'enfants, elle prendrait d'abord la moitié des biens et ensuite, en raison de la communauté, et ensuite elle prendrait sa part successorale. Donc, ça serait contraire aux droits musulmans. Et la commission a reculé parce qu'on a estimé, enfin certains ont estimé que c'était ça, et donc même le président a fait marche arrière. Et on s'est orienté vers la rente, avec, au moment du divorce, la femme, seulement la femme, pas l'homme, pas le mari, la femme pouvait choisir pour la réparation du préjudice matériel, entre un capital ou une rente. Voilà qu'en 1998, on adopte le régime de la communauté et ce n'est plus contraire aux droits musulmans. Alors, c'est comme ça, voilà. Quelques années séparent les deux positions. Et il y a une évolution, on a considéré que ce n'était pas contraire aux droits musulmans. C'est ça c'est assez étrange, quoi. Alors en 1993, effectivement, là, la commission, je crois, a été présidée par Abdelwaheb Bouhdiba. Donc ce n'était pas un juriste. Et il y avait différentes... là aussi, il y avait différentes sensibilités au sein de la commission. Et effectivement, il n'y a pas eu, si vous voulez, bon, le point essentiel, effectivement, c'est les notions de participation, les notions de coopération. Il y a aussi le fait que la mère pouvait être tutrice en cas de défaillance du père, etc. Donc, il y avait des petites avancées. Ce n'est pas l'égalité, bien entendu, mais il y avait, concernant le statut des femmes, il y avait des avancées avec la commission de 1993. Très bien. Et 1998, vous étiez quand même dans la commission aussi du droit international privé. Oui, oui, avec Ali Mezrani, et on avait travaillé sur le code de droit international privé, effectivement. Et donc, ce travail dans oui, cette troisième commission n'a pas quand même fourni à Madame Mezreni, à Madame, pardon, Ziou et à Ali Mezreni aussi, d'essayer un peu de faire évoluer le code du statut personnel par le biais du code de cette loi, de ce code du droit international privé, en ce qui concerne le droit lié à la famille. C'est difficile de changer quelque chose en droit interne par le biais du Code de droit international privé. En fait, pourquoi je vous pose cette question, Madame Ziou? C'est parce qu'en fait, on a remarqué aussi, et notamment en matière de succession, comme toujours,
C'est ce rapport entre musulmans et non-musulmans en matière d'héritage. Et là, je pense que vous avez travaillé dessus aussi, vous avez suivi un peu l'évolution d'une jurisprudence qui est un peu à dents de scie, parce que moi, Absolument. je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quelle est la position tranchée ou tranchante en la matière. Il y a des Absolument. avancées, là on accepte, des moments là on n'accepte pas. Et là, vous venez de le dire et de le confirmer, comment en 1981 on considérait un élément complètement contraire au droit musulman. En 98, c'est le législateur lui-même qui intervient pour dire non, ce n'est pas contraire. Et là aussi, je pense que c'était peut-être possible à un moment donné de faire évoluer d'une manière fondamentale le code du statut personnel, où ce n'était pas du tout possible durant en fait toute la période de 1956 jusqu'à 2010 ou la veille de la révolution tunisienne. Parce qu'il n'y avait pas de moment là où en fait la chose était possible. Je, je, je pense que, en fait, normalement, on aurait pu, du temps de Bourguiba, on aurait pu faire évoluer les choses un peu plus. Il n'a pas été jusqu'au bout. En 1987, vous savez qu'à un moment donné, on a craint le mouvement inverse, c'est-à-dire le retour en arrière. C'est au bout d'un certain temps que les acquis pour les femmes ont été reconfirmés, etc. Mais à ce moment-là, on pensait qu'il pouvait y avoir de recul. Mais le président Bourguiba aurait pu, à mon avis, mais bon, je me trompe peut-être, mais aurait pu aller plus loin et aurait pu faire quelque chose en matière de succession essentiellement. Ce qui Oui. n'a pas Et, été fait et, et ce qui, jusqu'à présent, malheureusement, n'a pas changé. oui. Même lorsque, en fait, parce que moi, je vous ai rencontré quelques années plus tard, après la fac, dans la première commission qui a travaillé sur la loi intégrale sur la violence à l'égard des femmes. Et là, je pense c'était une autre occasion et mais aussi, c'est une occasion qui permet aujourd'hui de faire avancer aussi les choses. Parce que la loi actuelle euh, de 2017 a fait aussi avancer certains aspects en matière de violence à l'égard des femmes, notamment la violence conjugale, le mariage de la mineure, le mariage de la fille violée par le violeur. Je pense que ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire, on a su, dans le cadre d'une loi relative aux violences à l'égard des femmes, pousser un peu le code du statut personnel et le code pénal aussi. Oui, oui, oui. Beaucoup le code pénal, le code du statut personnel également. Le fait d'interdire, le fait de, de fixer l'âge matrimonial avec l'âge de la majorité actuellement. À 18 ans, on est majeur et c'est seulement à 18 ans que l'on peut se marier. C'est une chose très importante. C'est une chose très importante et finalement, je pense qu'il ne faut pas, dans une loi, prévoir la possibilité de dispense parce que ça risque de déraper. Le fait de dire, dans certains cas exceptionnels, on peut descendre au-dessous de l'âge fixé par la loi, cela peut amener à des dérapages. Et malheureusement, après la Révolution, il y a eu tout un mouvement où l'on euh, l'on défendait aussi bien le mariage le mariage coutumier, que le mariage des filles plus jeunes, etc. Et donc là, je pense qu'il faut être... tout le monde doit être vigilant pour ne pas aboutir à ce genre de choses. Ceci dit, en fait, il y a en fait des éléments qu'on remarque durant tous les travaux, vos travaux
et les travaux en fait de toutes les personnes qui sont intéressées au code du statut personnel, au rapport entre droit et religion, tout ce que vous avez écrit, les réflexions de Ali Mizrahi, ce qu'a fait par la suite Sissem Boustanji, Sohaib Ben Achour, Saneh Ben Achour, Mounia Ben Jumia, Rachid Ajlassi, toute cette génération de chercheurs et de chercheuses ont essayé aussi de montrer cet impact du droit musulman sur le droit national tunisien et les méfaits de cet impact. En fait, ces survivances comme le mahr, la dot, comme la adda, la viduité, donc des éléments qui ont un peu pour effet, premièrement, de laisser la femme presque toujours dans une situation inférieure à l'homme, et ça c'est affreux, d'un point de vue dans son rapport au sein de la famille, mais par la suite en matière d'héritage. Et là, je pense, je ne sais pas si sommes-nous toujours prêts à laisser les choses dans un état aussi dégradant d'un point de vue droit et liberté pour les femmes, rien que parce qu'elles sont femmes, ça aussi. À mon avis, là, il faut, à un moment donné, il faut revoir l'ensemble du code du statut personnel. Le code du statut personnel a joué son rôle, il a fait évoluer les choses, mais aujourd'hui, il est temps de revoir le code du statut personnel parce qu'il est truffé de, de questions qui effectivement ramènent à ramènent au droit musulman, ramènent à certaines solutions archaïques. Dans le code du statut personnel, moi, il y a un article qui me fait sursauter en quelque sorte et que je trouve horrible. C'est l'article, je crois, 53 du code du statut personnel en matière d'obligations alimentaires. Que dit l'article? Il dit, lorsque le mari et le père, c'est le mari et le père chef de famille, c'est lui qui doit donner des aliments à sa femme et à ses enfants. Et que dit l'article 53? Il dit, lorsque il n'y a pas suffisamment de biens pour donner des aliments à tout le monde, la femme passe avant, ensuite les enfants, et ensuite éventuellement les parents. Cet article, je le trouve, c'est repris du droit musulman, et cet article, je le trouve inadmissible. Parce que s'il n'y a pas suffisamment pour tout le monde, eh ben, on partage ce qu'il y a. Mais on ne dit pas la femme passe avant les enfants. Et contradiction, l'article 23 dit la femme doit participer, etc. Mais il y a une contradiction flagrante entre l'article 23 et tous les textes concernant l'obligation alimentaire. Le législateur prend des décisions et prend certaines avancées au niveau de l'article 23 et on se retrouve dans le texte sur les obligations alimentaires complètement inchangé. Si le mari est indigent, la femme peut demander le divorce. Mais qu'est-ce que c'est ça? La femme, elle participe ou elle ne participe pas? Elle contribue ou elle ne contribue pas? Donc tout ça, je n'entends pas. Madame Zio, peut-être, Oui. oui, peut-être cette situation d'ambivalence. Et en fait, à un moment donné, dans un article, en fait, pardon, une contribution que je trouve très touchante, faite par vous-même, concernant l'héritage des petits-enfants, vous avez dit quelque chose de magnifique et j'aimerais bien peut-être que vous nous expliquiez un tout petit peu cette idée qui résume un peu ce que vous voulez. Oui, Madame Zio, elle résume un peu cette idée. Vous dites en 2017, hein, dans cet article magnifique, les petits-enfants les petits-enfants et le droit successoral. En fait, vous dites que le législateur procède souvent par cette technique de talfiq. Oui. Et je trouve cette image est extraordinaire
et ce telfiq dans lequel nous sommes, et cette manière un peu de revoir, mais de ne jamais revoir d'une manière totale, fondamentale, avec bien sûr une ligne claire et une politique claire en la matière, fait qu'aujourd'hui nous sommes en train un peu, on ne Oui, sait pas sur quel pied danser. on, rappelle, on ajoute des petites choses, on modifie certaines petites choses et l'ensemble fait que ce n'est pas parfois très cohérent. Oui, Et le législateur, très clairement, à mon avis, voulait venir en aide aux petits-enfants, ça c'est clair. oui, C'est clair, la situation des petits-enfants dans le droit musulman est une situation totalement aberrante. On ne peut pas. Lorsqu'il y a quelqu'un qui décède en laissant des enfants, ces enfants n'héritent pas de leurs grands-parents à partir du moment où ils ont un oncle avec eux. L'oncle prend tout et eux, ils ne prennent rien, alors que ils n'ont même pas leur père pour être là à leur côté. Donc ça, c'est totalement inadmissible. Et le législateur tunisien, il faut dire que ce n'est pas le seul. Hein. Ça a commencé, c'est même, je pense, le législateur égyptien qui, au début, a pris le legs, ce qu'on appelle le legs obligatoire, l'wasi al-wajba. Donc, au lieu de dire on va donner la part de leur père ou de leur mère prédécédée aux enfants, non, on cherche une solution pour être conforme aux droits musulmans. Et cette solution, c'est donc qu'est-ce qu'on peut se faire? On va être dans le système du legs. Or, le legs en droit musulman, ça ne peut pas dépasser le tiers. Et donc, on va se retrouver avec on va se retrouver avec des situations où, de toute façon, les petits-enfants n'auront pas ce qu'aurait pu avoir leur père ou leur mère prédécédés. C'est-à-dire, on ne dit pas, voilà ce que je veux, c'est protéger les petits-enfants, leur donner la part de leurs parents prédécédés, mais on cherche à colmater les brèches en essayant de trouver des solutions dans le droit musulman. il se peut là aussi, en fait, c'est que le législateur pourrait aussi utiliser l'ambiguïté comme mesure, comme technique de travail aussi. Parce que Oui, l'ambiguïté aussi permettrait à la fois, en fait, d'être un peu dans une politique de, voilà, man ghadh bouhat. Voilà, ceux qui aimeraient bien trouver un élément de droit musulman, ils le trouvent. Ceux qui aimeraient bien trouver un élément séculier ou laïque le trouvent. Et voilà, donc le telfiq, j'adore cette expression, le telfiq pourrait jouer son rôle. Là, je finirai, Madame Ziou, par une autre citation de vous-même, et j'aimerais bien que vous vous prononciez là-dessus. Vous avez dit, en fait, en 2005, hein, juste pour vous rappeler la date, le droit ne peut donner le changement que si la société est apte à recevoir le changement. Là, j'aimerais bien savoir, sommes-nous aptes maintenant pour le changement en matière de statut personnel? Pour qu'en fait, une intervention législative, malgré le rôle bien sûr pédagogique de la loi, sommes-nous aptes ou non pour que cette réforme, en fait, éventuelle réforme ou souhaitée, puisse émettre ses effets sur une société comme la nôtre? j'aimerais pouvoir répondre oui, mais je ne suis pas sûre du tout que ce soit le cas. Malheureusement, il y a comme toujours, il y a une partie de la population, une partie du peuple tunisien qui serait apte à, qui serait d'accord pour un changement et un changement en profondeur avec comme ligne directrice l'égalité et la dignité de tout être humain. Mais il est bien évident que actuellement, ce n'est pas ce qui prédomine. Je, un changement du code du statut personnel dans le sens que je viens d'indiquer, c'est-à-dire égalité et dignité pour toute personne, aussi bien
l'homme, que la femme, que l'enfant. Euh, ça ne pourrait pas actuellement aboutir tout simplement en voyant ce qui se passe actuellement sur le plan politique. Mais je pense qu'il faut tenir bon, il faut toujours revendiquer, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire revendiquer parce que c'est le dernier bastion, c'est le revendiquer une égalité successorale. Personnellement, je suis pour l'égalité totale. J'ai été assez favorable à la proposition faite par le président Qaïd Sebsi parce que ça me semblait être un pas en avant. Il valait mieux avoir ça que rien du tout comme avancée, parce que le fait de bouger en matière de succession est très important. Mais en fait, c'est l'égalité tout simplement qu'il faut défendre encore et encore et encore. Certainement, Madame Messier. Notamment cette idée de dignité, je pense, elle est fondamentale dans tout ça. Juste, je rappelle, Madame Zio, que en fait, certes, cette proposition du feu BG Qaïd Sebsi concernant en fait cette égalité au moins partielle, mais elle est importante. Mais juste avant, et presque une année avant, je pense, 2018, il a déposé sa proposition après la publication du rapport de la COLID présidé par Boucher Abdelhaj Hamid, avec des membres de la faculté, Sislim Lermeni et Salwa Hamouli qui étaient dedans, il faut jamais oublier ça aussi. Donc, mais juste après la promulgation de cette loi, la loi 58 de 2017, il y a eu l'abrogation de cette circulaire qui interdisait le mariage d'une Tunisienne présumée musulmane avec un homme étranger présumé non musulman. Et c'est très intéressant, parce que je rappelle ça, parce que même dans ce cadre que nous sommes en train de juger très défavorable, un peu conservateur, avec un discours populiste très grave et dangereux, et pourtant, à un moment donné, avec l'abrogation de cette circulaire, on permet aujourd'hui, bien sûr, dans un grand nombre de nos municipalités tunisiennes épousent un non-tunisien sans lui demander, en fait, lui imposer le certificat d'islamisation. Et pourtant, donc, la réforme, la petite réforme est passée. Et en fait, il n'y a pas eu ni de très grave crise politique ni sociale. Et je pense que ça pourrait peut-être en témoigner aussi que dans une grande partie de cette population, ces éléments ne sont pas aussi choquants que tels qu'on les présente. Je ne sais pas, il faudrait avoir des études sociologiques un peu sur tout ça, voir un petit peu quelles sont les proportions, quelles sont les catégories de personnes qui se marient dans les catégories socioprofessionnelles, les catégories. euh, il faut, alors, il est évident que dans certains milieux, cela est parfaitement accepté. Il est évident que dans d'autres, ce serait moins bien accepté. Et je ne sais pas s'il n'y a pas aussi dans certaines municipalités des refus de célébration, il y a certainement même des refus de célébration de tels mariages, et donc il faut partir à la recherche d'une municipalité qui accepte de célébrer un tel mariage. Mais c'est en tout cas une avancée certaine, oui. Et est-ce que ça laisse présager d'autres avancées dans ce sens? Je ne sais pas trop. En tout cas, euh, pas en matière successorale, je ne pense pas. Ouais. Donc, quel serait le message de Madame Zio à toutes ces générations de juristes, et notamment les jeunes juristes, les étudiants dans nos facultés de droit, une femme qui a enseigné durant très longtemps, une femme qui a écrit, qui a publié, qui a défendu aussi des valeurs. Samahni Wahid, je n'ai pas entendu le début de la phrase. Le début, en fait, quel message Oui, de Madame Zio? le message, c'est qu'il faut tenir bon, il faut aller de l'avant, il faut défendre ses valeurs. Euh,
ces valeurs qui doivent être conformes aux miennes, évidemment. Euh, et, euh, il faut persévérer, c'est la persévérance dans la voie choisie, c'est tout. Je pense que c'est ça qu'il faut. En tout cas, ce qui est assez extraordinaire, c'est que je constate que le nombre de juristes femmes, d'étudiantes est de plus en plus grand et le nombre d'enseignantes en droit, me semble-t-il, je crois que ça dépasse le nombre d'enseignants hommes. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il va y avoir, euh, je pense, quand même une défense des droits des femmes, des droits de l'enfant, parce que les femmes restent sensibles, peut-être un peu plus sensibles à, à la notion de famille, à l'enfant, à son propre statut à elle, etc. Donc, si vous voulez, pour moi, ça m'étonne un peu que le nombre de femmes étudiantes et enseignantes soit plus important que celui des garçons et des enseignants. Mais ça me réjouit quand même parce que je pense que ça peut être porteur de bienfaits pour la société en général. Aïchek, Madame Ziou, merci beaucoup pour ces beaux témoignages, d'avoir en fait accepté de parler de vous, de parler de ce que vous avez fait. Donc, Allah yarhamhum al-kullhum, toutes les personnes اللي نحبوهم, que ce soit de votre famille, qui Massid Ahmed Ddraï, ou les professeurs اللي قراوا واللي وصلوا toute cette génération, Oui, oui, سي محمد الشافي, سي فاروق المشري, سي عبد الفتاح عمر, سي بن حليمة, en oui. fait, tous et toutes, Allah yarhamhum, et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci infiniment. Vous savez que pour moi, euh, vous êtes des idées, mais vous êtes aussi un papillon, réellement. Ça veut dire, et ce battement d'ailes de Madame Mziou, que ce soit donc dans sa manière d'être et dans ses pensées, je vous remercie pour ce que vous êtes, Madame Mziou. Et à très très bientôt. Et Aïchek Wahid, c'est très gentil. Merci pour vos propos si amicaux. Merci beaucoup. Merci. Yaïch, bonne soirée et à très très bientôt. Philamène, Merci. Yaïch, Philamène.